Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI1. Voici les titres de cette édition. Au thème d'un séjour en Europe et aux États-Unis d'Amérique, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était face à la presse nationale et internationale hier. Il a souligné l'accueil satisfaisant des investisseurs. Le montant mobilisé, plus de 1000 milliards de francs CFA. Journée de l'enfant africain, la Côte d'Ivoire l'a célébré. Le thème a retenu cette année l'agenda 2030 pour un développement durable en faveur des enfants, accélérant la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances. Le ministre des Transports Amadou Koné est en mission en Afrique du Sud depuis quelques jours. Mercredi dernier, il a rencontré les autorités maritimes et portuaires de ce pays. Nous en parlons dans cette édition avec notre envoyé spécial ami Sissoko. Voilà, nous vous le disions dans nos titres. Au terme d'un séjour en Europe et aux États-Unis d'Amérique, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était face à la presse nationale et internationale hier. À cette occasion, il a souligné l'accueil satisfaisant des investisseurs. Le montant mobilisé, plus de 1000 milliards de francs CFA. Noël Nyagno Sakalou. Parti dans le silence qui sied à une telle mission, le 1er juin dernier, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est rentré heureux et fier le 8 juin, avec une conviction à partager avec les Ivoiriens. Conviction soulignée à haute et intelligible voix à la presse nationale et internationale ce jeudi. Soyez fiers, votre pays est la première économie en termes de croissance dans l'UEMOA. Votre pays en Afrique subsaharienne est la deuxième économie en termes de croissance. Votre pays fait partie des 10 pays dans le monde qui ont la plus forte croissance dans le monde. Donc vous pouvez en être fiers et les perspectives du pays sont bonnes. Mais il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille. Il faut que l'on travaille. Traduction concrète de cette conviction, des investisseurs internationaux des places financières visitées, Paris, Francfort, Munich, Londres, Boston et New York, ont pris le pari de soutenir le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire à hauteur de 1140 milliards de francs CFA, malgré les vagues qui ont secoué les berges de la lagune ébriée. Tout un discours. Tout d'abord, le témoignage du leadership du président de la République et de l'adhésion de la communauté financière internationale à sa vision de transformation de l'économie et de la société ivoirienne. Ensuite, la confiance des acteurs des marchés internationaux des capitaux dans la signature de l'État de Côte d'Ivoire que traduisent le niveau des souscriptions et les taux d'intérêt compétitifs qui ont été obtenus. Par ailleurs, la forte souscription de l'émission en euros est la preuve de la profondeur du marché de l'euro et de l'existence d'une poche de liquidité de ressources accessibles à des maturités plus longues et à des taux plus avantageux. Ces taux sont respectivement 6,25% pour le milliard 225 millions de dollars US, soit 700 milliards de francs CFA, et 5,125% pour les 625 millions d'euros, soit 410 milliards de francs CFA. Ce financement baptisé Eurobond permet aux États en quête de ressources de saisir des opportunités de financement de leurs investissements sur les marchés internationaux de capitaux, affirmer leur présence sur ces marchés et accélérer l'exécution de leurs programmes d'investissement. La Côte d'Ivoire est à son deuxième Eurobond avec en toile de fond la peur du niveau d'endettement du pays. Sur la question, le Premier ministre s'est voulu on ne peut plus clair. Le taux d'endettement de notre pays s'établit à fin 2016 à 42,1%, c'est la dette donc sur le PIB, l'un des plus faibles de la zone UEMOA et largement en deçà de la norme communautaire maximale de 70%. Rappelons que ces ressources mobilisées vont contribuer au financement du budget 2017 où il est prévu une recherche de 1296,6 milliards de francs CFA sur le marché financier national et international. Grande satisfaction donc, il ne reste plus qu'une centaine de milliards à mobiliser et le compte peut être considéré comme bon pour la Côte d'Ivoire. Et c'est un reportage de Noël Nyagno Sakalou. Dans le cadre de la dynamisation du secteur de l'habitat, le ministère, avec le soutien de la Banque mondiale, a mené une analyse diagnostique dans la zone du Grand Abidjan. Il ressort de cette étude que le déficit en termes de logement se chiffre à 700 000. Serge Colliard.
Avec un déficit de plus de 700 000 logements, le secteur du bâtiment en Côte d'Ivoire a véritablement du mal à décoller. Malgré les différents programmes immobiliers initiés, la forte demande des Ivoiriens reste insatisfaite du fait des coûts trop élevés des habitations. L'étude menée avec l'appui de la Banque mondiale présente un secteur peu compétitif. On constate qu'il y a un certain nombre de contraintes dans le secteur et qu'il va falloir lever si vraiment on veut pouvoir dépasser les capacités de production actuelles. Et la première contrainte, c'est le secteur du foncier qui limite vraiment le potentiel de développement du secteur. À travers des propositions concrètes, les acteurs du secteur se disent prêts à relever d'ici à 2020 le défi de construire 150 000 logements. Ce serait pour moi de la démagogie de dire qu'il faut absolument que chaque Ivoirien soit propriétaire. Nous, notre rôle, c'est de pouvoir produire le plus de logements, les mettre à la disposition de la population pour que ceux qui ont les moyens puissent acquérir un logement décent et ceux qui n'ont pas les moyens d'être propriétaires puissent pouvoir avoir un toit locatif. Il faut que nous puissions produire des logements en masse, c'est-à-dire industrialiser la chaîne de production, de sorte que tout ce qui rentre dans la construction d'une maison, en tout cas, nous puissions produire une bonne partie en Côte d'Ivoire. Constant Kouadou, directeur du cabinet adjoint, a souligné tout l'intérêt du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme pour les conclusions de ce séminaire. Deuxième grand titre de cette édition, Journée de l'enfant africain, la Côte d'Ivoire l'a célébré. Le thème a retenu cette année l'agenda 2030 pour un développement durable en faveur des enfants, accélérant la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances. Le message du gouvernement avec Astou Touré. La Côte d'Ivoire célèbre la 27e journée de l'enfant africain ce vendredi 16 juin 2017. Le thème de cette année est l'agenda 2030 pour un développement durable en faveur des enfants en Afrique, accélérant la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances. Mes chers compatriotes, le gouvernement ivoirien s'est engagé à faire respecter le droit des enfants à la vie, à la santé, à l'éducation, à la protection et à la participation à travers sa Constitution. L'éducation et la protection des enfants relèvent de la responsabilité première des familles. À cet effet, protéger les enfants de la violence, de l'exploitation et des abus doit être un impératif moral pour toutes les familles. Cette journée instaurée par l'Union africaine sera célébrée en Côte d'Ivoire du 12 au 30 juin 2017. La Côte d'Ivoire adhère aux objectifs du développement durable. C'est pourquoi elle mène de nombreuses actions en faveur du bien-être de l'enfant par la mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'enfant, le renforcement du cadre institutionnel, juridique et réglementaire de la protection de l'enfant, l'amélioration des services de prise en charge des enfants victimes d'abus, d'exploitation et de violence. Mes chers compatriotes, pour l'avenir de notre pays, mobilisons-nous afin de préserver les droits des enfants. Vive les enfants, espoir d'une Côte d'Ivoire solidaire, unie, paisible et prospère. Et toujours par rapport à la célébration de la journée de l'enfant africain, le réseau des enfants de la rue a organisé une cérémonie pour marquer justement cette célébration. Frédéric Oulaï, Franck Kouadio. Ces enfants tenant ces pancartes et protestant contre la famine, la drogue et tout trafic, mais sollicitant davantage de politiques en faveur de la sécurité, de la santé et de la scolarisation, sont des enfants de la rue. À l'occasion de la journée de l'enfant africain instituée en 1991 par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, devenue l'Unité africaine UA, ces enfants aspirent à de meilleures conditions de vie. Je souhaite que les autorités nous aident à nous prendre en charge pour aller à l'école, pour nos santé et pour dégrader ma famille. J'ai été dans la rue pour la journée des enfants africains. Je souhaite que l'État nous aide à mieux nous organiser, à faire des écoles pour des enfants qui n'arrivent pas à l'école. Célébrée tous les 16 juin chaque année, cette journée
est placée sous le thème « L'agenda 2030 pour les objectifs de développement durable pour les enfants en Afrique. Accélérons la protection, la responsabilisation et l'égalité des chances. Les ONG en charge de la question des enfants mènent des actions pour leur bien-être. » Permettre à ce que ces enfants aient une situation vraiment accessible à certaines infrastructures au niveau du pays, telles que l'école, éviter qu'on retrouve des enfants dans la rue. Les enfants doivent être forcément à la maison. À notre niveau, nous travaillons directement dans la rue avec les enfants. Ensuite, lorsque dans la rue, nous trouvons des enfants qui sont en situation vraiment difficile, les cas les plus sérieux, nous les récupérons au foyer où nous les faisons passer des étapes déterminées pour pouvoir entrer ensuite dans la société. Malgré les actions réalisées en Côte d'Ivoire, le réseau Enfants de la rue EDR plaide auprès des pouvoirs publics pour la promotion des droits de l'enfant africain, notamment les enfants de la rue. Autre sujet dans cette édition, Save the Children a visité les projets pilotes réalisés dans la région de la Nawa, zone productrice de cacao, pour se rendre compte des progrès réalisés dans la lutte contre les piliformes du travail des enfants dans la cacao-culture. Thérèse Tapeyoboué. 10 comités de protection de l'enfant mis en place et soutenus, 10 plans d'action communautaires développés, 3 centres sociaux réhabilités et équipés, 10 abris de classes passerelles construits et équipés, 20 enseignants des classes passerelles et classes d'alphabétisation formés et soutenus, 500 kits scolaires offerts aux enfants des classes passerelles et d'alphabétisation, 25 familles d'accueil identifiées et formées, 154 acteurs des mécanismes de référence, de coordination et des coopératives formées à la protection de l'enfant, 61 enfants victimes des pires formes de travail des enfants, de violences et autres abus pris en charge. Tels sont les projets réalisés par Save the Children International en Côte d'Ivoire, dans la région de la Nawa, plus précisément dans le département de Soubré. Projet pilote dénommé « Projet de protection des enfants vulnérables dans les communautés productrices de cacao ». C'est donc pour se rendre compte des résultats du projet sur le terrain que les responsables de Save the Children ont effectué cette visite. C'est pour nous, en tant que Save the Children, une contribution donc, à la lutte contre les pires formes de travail des enfants, particulièrement dans la cacao-culture, mais aussi contre tout ce qui est violence et abus qui sont faits aux enfants. Il s'agit également de voir l'impact de ces projets sur les populations. Constat, des avancées ont été notées sur le travail des enfants dans les zones productrices de cacao dans la région de la Nawa. Thérèse Tapeyoboué, tout à fait autre chose en cette saison pluvieuse. Les sapeurs-pompiers et militaires sont très sollicités. Ils ont secouru plus de 141 personnes depuis le début de la saison des pluies à Abidjan. Alexis Ouetraogo. 10 heures ce mercredi, nous avons rendez-vous avec le colonel Sako. Ce matin, son équipe d'intervention subaquatique est en alerte pour une intervention dans une zone inondée. Mobio, le chef d'équipe, est remonté à bloc. Nous sommes entraînés et formés pour ça. Si nous avons peur, la population dira quoi? Or, c'est sur nous, la population compte. Instructions données, matériel chargé, l'équipe démarre. Depuis le début des grandes pluies, les sapeurs-pompiers ont pu mettre en sécurité plus de 141 personnes et repêcher une dizaine de corps. 24 et 25 mai, il y a eu de fortes pluies qui ont occasionné même des décès suite à des éboulements et la montée d'eau dans certaines zones d'Abidjan. Et depuis le 10 juin jusqu'à aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de scènes d'inondation et de personnes emportées par les eaux. Angré-Château, depuis dimanche, l'équipe fait des rondes pour aider les riverains les plus fragiles à sortir. Les fortes pluies ont formé un lac de fortune, maintenant les riverains prisonniers. Depuis dimanche, on ne sait pas comment nourrir les enfants. J'ai dû me nager dans l'eau pour aller acheter les médicaments de l'enfant qui a piqué une crise d'asthme. Jacques ne veut pas être filmé. Il est le propriétaire de l'immeuble le plus enclavé. Cette situation, il avait vu venir lorsque derrière son immeuble, un mur a été construit sur le chemin naturel des eaux de ruissellement.
Il avait alors adressé des courriers qui ont abouti à l'interdiction de construction, un arrêté délivré par l'ONAD. Mais pourtant, le mur a été construit. Ils ont transformé le bassin d'orage en une cité. Avant que le mur soit construit, on était en paix. Mais depuis que le mur est construit, cette année, vraiment, c'est la catastrophe. Pour lui, l'arrivée des sapeurs-pompiers dès les premières inondations a été un immense soulagement, car le pire aurait pu arriver. Pour rejoindre l'immeuble de Jacques, pas d'autre choix que d'embarquer dans un canot de sauvetage. Au balcon, les riverains enfermés chez eux depuis dimanche. Bien qu'il n'ait pas plu depuis mardi soir, le rez-de-chaussée de l'immeuble de Jacques, lui, est sous 1 mètre d'eau. Lorsque l'eau arrivait, d'abord, ma famille et moi, on était dehors là pour voir l'eau arriver. Et j'ai dit, bon, attendez à ce que je parte dedans pour sauver un peu quelque chose. Mais arrivé dedans, l'eau m'attrapait déjà ici. Depuis les douches, de toutes les douches, l'eau sortait. On se réjouit du fait que les sapeurs-pompiers viennent vraiment nous aider. Grâce à eux, ils ont pu évacuer certaines personnes. Ici, c'était un peu l'explosion. Tout le monde était content parce qu'on a pu au moins sortir, aller faire des achats pour revenir. Sur le toit de l'immeuble, le chef d'équipe insiste sur la prudence à avoir face à la force de l'eau. Hier, nous avons été sollicités à Andoutré pour 2 corps dans un caniveau. Donc quand nous sommes arrivés après renseignement, c'est la dame qui était allée pour le marché et puis monsieur qui s'inquiétait à cause de la pluie est allé attendre sa femme. Donc chemin faisant, les deux, ils ont emprunté un pont de fortune. Malheureusement, le pont a cédé. Dès qu'il pleut et que vous sentez que les eaux montent, et si vous vous sentez en insécurité, vraiment n'hésitez pas à appeler. Voilà, ne cherchez pas à rester, parce que parfois aussi quand nos hommes viennent, on dit non, c'est bon, je vais rester, il n'y a pas de problème. Mais parfois, il y a une inondation ailleurs, donc ils s'en vont. Et l'eau monte ici et vous vous retrouvez coincé. Donc si vous pouvez partir, trouver un parent ou quelque chose en attendant, vraiment, il ne faut pas hésiter à le faire. L'équipe prend congé après s'être rassurée que tout le monde va bien. Les pertes à ce jour sont inchiffrables pour les riverains. Voitures, meubles, argent, vêtements, documents administratifs, tout est à refaire. Les hommes du colonel regagnent le camp. Nos interventions globales, toutes les interventions du GSPM, jusqu'à ce jour, nous sommes à plus de 7000 interventions faites sur toutes les casernes du GSPM pour environ 8000 personnes transportées dans les hôpitaux. Alors que le ciel s'obscurcit, les sapeurs-pompiers font retentir l'alarme de leur véhicule. Avec une météo qui annonce de très fortes pluies ces prochains jours, plus que jamais leur mission prend tout son sens, sauver ou périr. La saison des pluies fait des dégâts, inondations, destruction de ponts et routes. Les travaux de réhabilitation de la route qui mène jusqu'à San Pedro ont débuté. Le gouvernement a entendu le cri de cœur des populations de San Pedro. Les ponts qui avaient été coupés par les pluies diluviennes sont en voie d'être reconstruits. Adama Kone. Le gouvernement a pied d'œuvre pour reconstruire les parties des voies coupées par les pluies dans la région de San Pedro. Une équipe de techniciens venus d'Abidjan est sur le terrain. Depuis la veille déjà, sous l'initiative du préfet des régions et du député de San Pedro commune, des jeunes du village de Djiréni-Payo ont procédé au remplissage de la partie coupée de l'axe San Pedro-Soubré, ce qui permet aux véhicules de circuler en attendant une réparation complète. Dans l'urgence, en tant qu'élu, c'était de faire en sorte que ma population puisse se déplacer. L'équipe du ministère des Infrastructures économiques était ce jeudi sur les lieux pour évaluer et procéder à la réfection des parties de la chaussée endommagées. Des travaux sont alors engagés sur 3 chantiers. D'abord, l'axe San Pedro-Grand Bérébi. Nous avons demandé comme solution de faire rapidement une déviation pour permettre aux usagers de passer. Une fois que cette déviation sera construite, alors nous allons nous attaquer au principal, c'est-à-dire la reconstruction de l'ouvrage. Ensuite, sur l'axe San Pedro-Soubré, la nature des interventions est tout autre. Nous allons travailler de nuit et à cette période-là, justement, on sera obligé de couper entièrement la route. Donc nous allons communiquer là-dessus. Nous allons prendre une nuit pour enlever les bus qui sont fortement dégradés et puis les remplacer. Le lendemain, les gens pourront passer. Enfin, sur la côtière. Nous avons identifié tous les points
d'inondation sur l'axe depuis Dabou jusqu'à Tabou. On a un fichier. Ce que je viens de voir ce matin indique que vous avez pratiquement 2 mètres d'eau sur la route. Et là, 2 mètres d'eau sur la route, sur une longueur de 500 mètres. Ça veut dire qu'il faut absolument un ouvrage beaucoup plus important que celui qui est là. Les camions chargés d'huile de palme et de caoutchouc devront patienter durant 3 jours encore avant de se rendre au port autonome de San Pedro. Autre priorité chez le gouvernement ivoirien, la lutte contre la migration irrégulière. Le ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur a mis en place des mesures adéquates pour agir efficacement. Sidonie Waka Davila. La tendance à la migration irrégulière progresse. Les agressions, les abus et autres exploitations à l'endroit des migrants également. Un constat qui interpelle tous les dirigeants africains et ceux de l'Europe. Destination privilégiée des migrants et classée 3e dans le peloton de tête, la Côte d'Ivoire lance officiellement le projet de réduction de la migration irrégulière. Le pays, à la fois territoire d'accueil, de transit et de départ, met en œuvre une campagne d'information préventive. Elle est destinée aux jeunes entre 17 et 35 ans, hommes et femmes confondus. Plus de 60 000 migrants africains qui ont débarqué sur les côtes libyennes et on dénombre un peu plus de 6 000 personnes qui sont mortes ou qui sont portées disparues. Il était de notre devoir d'accentuer cette campagne de sensibilisation. L'Europe, contrairement à ce qu'ils croient, ce n'est pas l'Eldorado. Les campagnes de sensibilisation lancées officiellement visent Abidjan, Bouaké, Daloa et Korogo avec des messages appuyés par un film retraçant le calvaire des migrants. Dans la mise en œuvre de son plan d'action, le ministère bénéficie de l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et de l'Allemagne. Nous contribuons en plusieurs projets au montant de quelques 300 millions de francs CFA qui a comme cible la sensibilisation dans les régions les plus concernées. Nous devons tous faire ensemble pour arrêter ou au moins freiner cet voyage qui ne crée que le malheur pour tous. Le soutien de l'Allemagne servira à intensifier les actions de sensibilisation du ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur. Des actions pour dissuader les potentiels candidats à la migration irrégulière, mieux susciter chez les jeunes une prise de conscience des risques et dangers liés à la migration irrégulière. Le ministre des Transports Amadou Koné est en mission en Afrique du Sud depuis quelques jours. Mercredi dernier, il a rencontré les autorités maritimes et portuaires de l'Afrique du Sud. Abi Sissoko, envoyé spécial de RTI 1 en Afrique du Sud. Pretoria, la capitale politique de l'Afrique du Sud. Le ministre ivoirien des Transports et ses collaborateurs au centre de l'autorité sud-africaine de sécurité maritime, SAMSA. Troisième et dernière étape de sa visite sud-africaine de travail. Elle intervient après les rencontres avec les autorités terrestres et aériennes. Le développement et la gestion des ports, la protection de l'environnement marin et le transfert des technologies. Ces points et bien d'autres ont marqué les échanges entre Ivoiriens et Sud-Africains. Et tout ce que la Côte d'Ivoire voudra que nous puissions rapporter, nous sommes prêts et nous avons une politique d'ouverture, de collaboration et communication. Et nous mettrons en place tout ce qu'il faut pour que cette coopération puisse continuer et se fortifier davantage. Nous avons abordé les possibilités de coopération en matière de sécurité et de sûreté maritime, mais également en matière de développement de projets au niveau de la logistique, mais également donc, au niveau maritime, des ports de San Pedro et d'Abidjan, qui les intéressent donc fortement. Donc nous partons satisfaits avec la conviction que très rapidement nous allons aller à un accord. Dans sa volonté de trouver de nouvelles approches et stratégies pour consolider les secteurs maritimes et portuaires ivoiriens, le ministre des Transports a également rencontré la multinationale Transnet.
Une structure spécialisée dans l'ingénierie, la fabrication et la gestion des infrastructures de transport, aussi bien dans le secteur maritime que celui du ferroviaire. Toute une stratégie pour attirer les investisseurs sud-africains en Côte d'Ivoire. Selon Amadou Koné, de bonnes nouvelles se profilent à l'horizon car les différents responsables des secteurs terrestres, aériens et maritimes seront très bientôt à Abidjan pour finaliser des accords dans leurs différents domaines. Ami et Sissoko, le projet écologique de la commune de Cocody, Cocody et Cité Verte, puits de carbone, a été présenté et expliqué aux investisseurs intéressés par la Côte d'Ivoire. C'était au cours du deuxième congrès des principales villes du monde tenu à Casablanca, au Maroc. Abou Sadoko. Ngouan Akamatias, maire de la commune de Cocody à la deuxième édition du congrès des principales villes de la planète dénommée Smart City, une ville par tous, à Casablanca au Maroc. Et la réflexion a porté sur le réchauffement climatique et la résilience. Une occasion pour le maire de la commune de Cocody pour dérouler son projet écologique dont la reconstitution de la flore, la création d'emplois verts, l'émergence d'un éco-citoyen et l'autonomisation des femmes. Ngouan Akamatias a également expliqué comment le planting des mangroves le long de la baie de Cocody enrichira les ressources halieutiques et comment les femmes à Tchan, en tournant le dos au bois de chauffe pour les foyers améliorés, multiplieront leurs gains dans la commercialisation de l'attiqué et seront financièrement autonomes. Mais avant l'exposé du maire de la commune de Cocody, l'on a eu droit à la contribution de l'ancien maire de Medellín, qui a indiqué comment, en l'espace de quelques années, cette ville colombienne est passée de la cité la plus criminelle au monde à une place où il fait bon vivre aujourd'hui. Un exemple qui a émerveillé l'ensemble des participants qui ont trouvé une motivation supplémentaire dans leur politique de développement. En marge du congrès, le maire de Cocody a eu plusieurs rencontres avec des investisseurs dans le cadre de la recherche de financement du projet Cocody Cité Verte et puits de carbone. Cocody Cité Verte, hier, le maire de Cocody, justement, Ngouan Akamatias, ses collaborateurs et des populations de Cocody ont planté plusieurs arbres dans la plus belle cité dortoir de Côte d'Ivoire qu'est Cocody. Et cette information triste, la dépouille mortelle de Tioté Cheikh Ismaël est arrivée à Abidjan hier jeudi. Il y avait du monde à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour lui rendre un dernier hommage. Oud Alégbé. C'est sur le vol EK 787 de la compagnie émirate que la dépouille de Tioté Cheikh Ismaël a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Les ministres François Albert Amicha, Lira Mata et Marietou Kone, le président de la Fédération ivoirienne de football Sidi Diallo, des personnalités du monde sportif, ses amis et des anonymes, tous étaient à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour rendre un hommage mérité à Tioté Cheikh Ismaël. Tioté Cheikh Ismaël a notamment fait partie de l'équipe des éléphants pour les mondiaux de 2010 en Afrique du Sud et de 2014 au Brésil. On était ensemble il y a pas si longtemps, c'était seulement en 2015, hein, ça fait... Après il n'y a pas de mots, juste une grande douleur et puis il restera à jamais dans nos cœurs. Venir à l'aéroport chercher le corps de Cheikh, il faut prendre cela comme c'est arrivé. C'est le destin, ce que Dieu a voulu. Il a laissé derrière lui beaucoup de ses frères, beaucoup de ses soeurs qui sont, je ne dirais pas qu'ils sont dépendants de lui, mais qui l'ont aimé, qui l'aiment toujours et qui continueront de l'aimer. Nous sommes tous attristés. Après l'aéroport, le cortège funèbre s'est rendu à l'Ivoirienne de Sépulture pour la prière musulmane en attendant le 18 juin pour l'inhumation au cimetière de William Civil. Âgé de 30 ans, Tioté Cheikh Ismaël a fait le beau jour de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire aux côtés de Didier Drouba, Yaya Touré, Kolo Touré, Kalou Bonaventure, Gervinho, Serge Aurier et autres. L'international ivoirien a porté le maillot du Sporting Anderlecht durant 3 saisons entre 2005 et 2008. Il a ensuite quitté ce club pour jouer aux Pays-Bas à Roda, où il a été prêté par le club bruxellois puis à Twente. Transféré à Newcastle en 2010, il a évolué en Premier League jusqu'en février 2017, date à laquelle il a rejoint le Beijing Enterprise. Il a porté à 52 reprises le maillot de la Côte d'Ivoire.
Adieu, Tioté Échec. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.